Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Histoires étranges se déroulant dans le ciel. La dernière fois, on avait parlé de l'incident de Mantell, et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, eh bien quittez vite cette vidéo pour aller le voir. Je vous mets une petite fiche juste en haut qui vous emmènera directement à l'épisode 1, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Donc cette fois, on partira sur deux histoires de disparition de petits avions de tourisme, qui sont vraiment troublantes. La première reste assez connue dans le milieu de l'ufologie, d'ailleurs vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais la deuxième l'est beaucoup moins, pourtant ces deux histoires ont d'énormes similitudes, comme vous allez pouvoir le constater. Et si dans le premier épisode on avait quand même au moins une explication un minimum plausible, eh bien là vous allez voir que cette fois-ci, à part des suppositions, il n'y a pas vraiment d'explication. Alors accrochez-vous, car on décolle maintenant. Oui bon d'accord c'était pourri, mais bon j'ai pas pu m'en empêcher. Allez à tout de suite. Frédéric Valentich était un jeune Australien âgé de 20 ans et qui était passionné d'aviation. Il tentera de se faire recruter au sein de la Royal Australian Air Force, mais malheureusement il se fera recaler. Frédéric n'étant pas du genre à abandonner, il réussira quand même à décrocher son brevet de pilote, tout en continuant les études pour devenir pilote professionnel. Le 21 octobre 1978, à 18h19, Frédéric se présente à l'aéroport de Moorabbin, pas très loin de Melbourne. Il a alors environ à son actif 150 heures de vol, et décide de prendre un Cessna 182 pour une petite balade jusqu'à King Island, une île de l'état de Tasmanie qui est située à environ 240 km de son point de départ. Donc Frédéric embarque et décolle de l'aéroport de Moorabbin. À 19h06, alors qu'il commence à survoler la mer le long des côtes australiennes, Frédéric prend contact avec le contrôle de circulation aérienne et explique qu'un gros avion, qu'il n'arrive pas à identifier, vole près de lui à une altitude d'environ 1500 mètres. Le contrôle aérien lui répond alors que non, il n'y a aucun trafic connu dans l'endroit où il se situe. Frédéric va alors recontacter à plusieurs reprises le contrôle aérien en expliquant que l'engin semble être métallique et produit une grosse lumière verte, et il semble se rapprocher de lui volontairement. Mais le contrôle aérien va de nouveau lui certifier qu'il est bel et bien seul dans la zone, et va lui demander de décrire au mieux ce qu'il voit. Et Frédéric va répondre qu'il voit des lumières vertes qui ressemblent aux feux de navigation d'un gros avion, et qu'en plus désormais, il rencontre des problèmes moteurs. Et enfin Frédéric leur dira qu'en fait il ne s'agit pas d'un avion, puis d'énormes bruits de métal qui s'entrechoquent ou qui se frottent, se feront entendre pendant de longues secondes, avant que la communication ne coupe définitivement. Le contrôle aérien va quand même tenter de reprendre contact avec Frédéric, mais malheureusement, il ne répondra plus. À 19h28, donc quelques minutes après que la communication ait cessé, la Royal Australian Air Force envoie des avions de reconnaissance dans la zone, mais hélas ça ne donnera rien. Lors des jours qui vont suivre, plusieurs avions et des bateaux vont se lancer à la recherche de Frédéric Valentich, écumant la zone où il aurait disparu. Mais ni le corps de Frédéric, ni le moindre petit morceau de carlingue de l'avion ne seront retrouvés. Plusieurs semaines après la disparition de Frédéric, un témoin qui se trouvait dans la zone le jour de la disparition du jeune homme affirmera qu'il a vu un petit avion de tourisme être poursuivi par une lumière verte. Quant à l'enquête, elle conduira à plusieurs possibilités. Tout simplement qu'il se soit suicidé ou qu'il organisait sa propre disparition. Ou alors qu'il ait pu être troublé par un élément naturel qu'il a confondu avec autre chose, ce qui l'aurait fait paniquer et commettre une erreur de pilotage fatale. On découvrira aussi que Frédéric était passionné d'OVNI et qu'il s'était rendu à plusieurs conférences sur le sujet. Et d'ailleurs son père confirmera que les histoires d'OVNI le passionnaient. Et enfin en juillet 1983, donc 5 ans après sa disparition, on trouvera un capot d'avion sur l'île Flinders, située au nord-est de l'état de Tasmanie. La pièce serait identifiée comme appartenant à un Cessna 182, et qu'au vu de son numéro de série, elle pouvait appartenir à l'avion de Frédéric Valentich. Au jour d'aujourd'hui, Frédéric Valentich reste toujours porté disparu. Nous sommes le soir du 28 juin 1980, au large de l'île de Porto Rico, située proche de la zone du triangle des Bermudes. Le vol IB976 d'Iberia Airlines, que j'appellerai juste vol Iberia par la suite, vient de décoller de République dominicaine en direction de l'Espagne. À 20h03, lui ainsi que d'autres avions dans la zone reçoivent d'étranges transmissions radio. A priori, un avion a besoin d'aide. Il s'agit en fait du vol N3808H. C'est un petit avion Air Coupe qui a 2 passagers à son bord. Le pilote s'appelle José Pagan Santos et l'avion est en fait celui de son père, qui est officier de police à Porto Rico. Il est accompagné de son ami José Maldonado Torres.
Ils ont décollé à 18h10 de l'aéroport international de Los Américas en République dominicaine, pour se rendre à l'aéroport international, alors attention, je ne vais pas le prononcer correctement, c'est sûr, San Juan, qui est donc la capitale de Porto Rico. En fait, ils sont tout simplement en train de rentrer chez eux. Sauf que pendant le vol, ils vont a priori croiser quelque chose d'étrange, qui va les obliger à envoyer un SOS par transmission radio, et c'est donc le vol Iberia qui va leur répondre. Le premier message envoyé par l'AirCoupe disait à peu près « Mayday, Mayday, il y a un objet étrange sur notre parcours, nous sommes perdus ». À ça, le vol Iberia leur répondra en leur demandant plus de précision. L'AirCoupe va leur répondre qu'ils ont décollé de Saint-Domingue et qu'ils se rendent à San Juan, et que pendant le vol, un objet étrange s'est positionné déjà à 3 reprises sur leur trajectoire pour les faire changer de cap, et qu'il est désormais droit devant eux. Ils vont ensuite donner leur position au vol Iberia, tout en rajoutant qu'ils pensent être perdus. Le vol Iberia va leur transmettre le message au centre de San Juan, et ce dernier va demander à l'AirCoupe de brancher son transpondeur. Mais malheureusement, José répondra que l'AirCoupe n'est pas équipé de transpondeur. Il va ensuite envoyer un autre message expliquant qu'ils sont environ à 50 km de la côte de Porto Rico, et que l'objet continue de les faire changer de trajectoire. Ils donneront une dernière fois leur position avant que le message commence à se brouiller. Puis plus rien. Le vol Iberia n'arrivera plus à rentrer en contact avec l'AirCoupe. Avant de continuer l'histoire, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo sur les échanges qu'il y a eu entre les deux appareils. Mais bon, après je peux pas vous certifier que cet extrait est réel, ou s'il s'agit d'une reconstitution. Faut toujours se méfier de ce qu'on peut trouver sur YouTube. Donc en plus de l'extrait, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. À 20h12, les radars de la flotte atlantique vérifieront une dernière fois la position du vol N3808H. Et pendant les 2 jours qui vont suivre, des recherches seront menées avec la participation du père de José Pagan Santos, qui je le rappelle faisait partie de la police de Porto Rico. Mais on ne retrouvera absolument rien du petit avion AirCoupe et de ses 2 passagers, qui ont totalement disparu. Bon, si on décide de se pencher vraiment du côté de l'étrange, faut pas chercher bien loin pour mettre tout ça sur le dos des extraterrestres. Surtout que pour la deuxième histoire, on n'est pas très loin du triangle des Bermudes, et des avions ayant disparu dans ce célèbre triangle, eh bien il y en a eu pas mal. Sauf qu'en fait, pas plus qu'ailleurs dans le monde. Des disparitions et des crashs bizarres, il s'en produit partout, pas que dans le triangle des Bermudes. Et si maintenant on se penche du côté logique, en essayant de trouver ce qui a pu arriver à ces 2 appareils, eh bien moi je vois pas 50 000 solutions, personnellement je n'en vois que 2. Et ce sont les mêmes qui ont été supposées pour la disparition de Valentich, c'est-à-dire un suicide, ou alors une mise en scène pour disparaître, et ça n'a rien de farfelu, ça s'est déjà vu, mis à part que c'est compliqué à mettre en place, et qu'il faut mieux pas se louper dans l'organisation. Surtout si on est à bord d'un avion de tourisme et qu'on doit se poser sans se faire repérer. Bon courage. Par exemple des personnes criblées de dettes, ou des personnes recherchées par la police, ou même par la mafia, ou encore tout simplement quelqu'un qui veut changer de vie et disparaître, pour tout reprendre à zéro. Après encore une fois, tout ça ne reste que des suppositions, et on ne saura sûrement jamais ce qui est advenu de Frédéric Valentich, ainsi que José Pagan Santos, et de son ami. Les seules personnes qui savent réellement ce qui s'est passé, ce sont eux, et les éventuels petits hommes verts ou complices qui ont su garder le secret. Bref, j'ai trouvé ces 2 histoires très étranges et intrigantes, c'est pour ça que j'ai tenu à les raconter. Et toi derrière ton PC, ou ton smartphone, t'en penses quoi? Si t'as des idées, n'hésite pas à les marquer en commentaire, et aussi à me lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner, et à partager si le cœur t'en dit. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très vite pour le dernier épisode de ces disparitions étranges qui se passent dans le ciel.
Allez bisous et prenez soin de vous.